Radio Pirate. Making history again. On est prêt, mon Jerry, on est prêt. Ça brasse. Hey, pour tout le monde, tiens, j'ai eu le temps de regarder la liste de vos podcasts qui sont rentrés ce matin. On avait Régent Tremblay. C'est rare qu'on l'a le lundi, mais Reg était occupé de demain, donc on est avec Reg aujourd'hui. Donc, on a déjà un bout de découpé pour la version grand public, pour tous les pirates cheap. Et nos pirates ont une version de 1 heure avec Régent les Pirates Prime. Et on a aussi aujourd'hui pour la fameuse game de jeudi soir, on a Johnny Murray. Johnny c'est lui qui a mis la POC. La POC sur le but. C'est la POC sur la glace sur le but de McDavid. Il a raison. Il me dit, ouais, McDavid n'a pas vraiment gagné son face-off. En fait, on avait l'impression qu'il avait gagné, mais au départ, il l'a perdu. C'est que McDavid l'a ramassé après l'avoir perdu, la seconde après qu'il l'ait perdu. Donc, ça vous montrait comment McDavid était focus sur ce jeu-là. Lui qui n'a pas eu le meilleur match, écoute, personne, quand tu as cette qualité de joueur-là, personne ne peut avoir un grand match. C'est dur de se démarquer par rapport à tout le talent qu'il y a sur la place. Mais McDavid a compté quand il fallait. Donc, on en parle avec Johnny Murray. On parle de plein d'affaires. Mais avec Reg, le bout qu'on a gardé pour le bout live, c'est également sur le match de jeudi soir remporté par le Canada. Donc, hey, Jerry, beaucoup de nouvelles qui viennent de sortir dans les dernières heures. Premièrement, on va donner des petites nouvelles du Canada parce que le gars ne décroche pas pantoute, là. Le gars ne décroche pas. Trudeau ne veut pas partir. Il ne veut pas partir. Ben non. Moi, je fais partie des gens qui pensent que Carney va pogner son homme. Quand il va vouloir prendre la place de Trudeau, le rentier va probablement ne pas céder sa place à un nouveau chef. Moi, j'ai l'impression que Trudeau, dans sa tête, l'histoire de la démission, c'est un peu un genre de frame-up. Pour essayer d'avoir la paix pendant quelques semaines, quelques mois. Et c'est exactement ce qu'il a en ce moment. Il est free as a bird. Il s'amuse, il n'y a pas de gouvernement. Il a réussi à museler Poilievre. Poilievre a de la misère à s'ajuster. Poilievre qui a compté dans son but ce matin. Puis je comprends tout son calcul politique de voir qu'il y a une grande communauté ukrainienne dans l'Ouest. Mais il n'y a plus de... En tout cas, si vous n'êtes pas libéral, en ce moment, il n'y a aucune soif pour une continuité d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, surtout avec l'état des finances, du gouvernement canadien qui sont très précaires. Les Canadiens en arrachent. Si vous avez de l'argent à donner, donnez-en aux Canadiens, donnez-en pas à l'Ukraine. Je pense que les gens ont fait leur part. Ça fait 3 ans maintenant. En tout cas, si vous votez libéral, si vous êtes dans ces eaux-là, si vous êtes dans des patentes-là, ce que je viens de dire là ne s'applique pas à vous. Mais pour moi, pour la base du Parti conservateur du Canada, je pense que c'est un très mauvais play. Et Pierre Poilievre en fait, ce genre d'erreur-là, il en fait 1 à 2 par semaine, à peu près 3 semaines. On a l'impression qu'il est dans l'équipe. Tu sais, on a l'impression que ses tweets concernant le conflit, je dirais, économique entre les États-Unis et le Canada, quand tu lis les tweets et les déclarations publiques de Poilievre, tu as l'impression que Poilievre est dans la même équipe que Trudeau. Tu as l'impression que Poilievre est devenu un libéral. Et là, aujourd'hui, avec la visite de Trudeau en Ukraine, où il a annoncé, 5 milliards encore, des investissements de toutes sortes de patentes, des patentes de F-16, des F-16 qu'on n'a même pas en passant. Donc, des patentes pour former des pilotes de F-16 avec des simulateurs et toute la patente. Donc, énormément d'argent qui aurait été saisi dans des histoires c'était quoi? C'est de l'argent russe, ça? C'est de l'argent russe qui a été saisi. Puis Trudeau, il veut remettre ce fric-là à l'Ukraine. Wow. Moi, juste de savoir que de l'argent peut être... que de l'argent peut être gelé pendant un conflit, puis que par après, on la dégèle une fois que le conflit est réglé. OK, je suis capable de dealer avec ça. Mais là, de savoir qu'on prend de l'argent, et pas nous autres, là. Puis que pour des raisons qu'on s'est données, on prend cet argent-là, puis on la donne à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est du vol. Moi, d'être inclus dans ce vol-là en tant que citoyen canadien, j'ai un gros problème moral, là. J'ai un gros problème. Tu sais, demain matin, là, je vous donne ça comme exemple, là. Mettons, le Canada part dans un conflit avec un pays,
Puis, mettons la Chine. OK? Moi, mettons la Chine. Là. Puis là, j'ai, mettons, 20 000 piastres dans une compagnie chinoise comme genre Alibaba, en action. OK? J'ai acheté ça en bourse, puis j'ai 20 000 piastres, puis là, avec le temps, ça montait à 24 000, puis à 25 000. Et là, il arrive un conflit avec la Chine. Et la Chine dit, tous les avoirs canadiens qu'il y a en Chine, on va les saisir. On va les saisir. Ça inclut, mettons, mon 24 000 dans Alibaba. C'est parce que moi, l'histoire du conflit avec le Canada, moi, je ne suis pas impliqué là-dedans. Là. C'est ça. Hein? Parce que les autres, ils parlent de assets en anglais, donc c'est des actifs. C'est des actifs. C'est des actifs. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Y a-tu de l'argent, des placements qui ont été saisis? Je ne sais pas les détails de ça, mais c'est quand même 5 milliards d'argent russe. Là. Qu'on va prendre et qu'on va donner à l'Ukraine. Oui. Ouais. C'est ce qui est écrit. Là, à travers ça, on apprend que le Canada pourra envoyer des soldats. Oui, là, il y a une patente. Là. Ce que je comprends de l'histoire, c'est qu'on pourrait envoyer des troupes canadiennes, donc nos soldats. On pourrait envoyer des troupes. S'il y a un genre d'accord de paix, on s'entend-tu que un accord de paix, là, c'est pas... du jour au lendemain, c'est pas l'arc-en-ciel. Là, dans le sens que il y a encore du monde sur le terrain, c'est dans la boîte, là, dans la marde. Donc, on pourrait avoir des troupes canadiennes là-bas qui feraient un genre de peacekeeper, on va dire des genres de watchers canadiens sur place pour aider l'armée ukrainienne. J'ai beaucoup de misère à dealer avec un pays corrompu comme l'Ukraine. Un des pays les plus corrompus, encore une fois, tout l'argent qui est transféré, beaucoup de détournements d'argent. Il y a des gens qui ont été pris, il y a des hauts ministres qui ont été dégradés parce qu'ils ont volé des millions. Il y a de l'argent qui est non compté, qu'on ne trouve pas nulle part. C'est un des pays les plus corrompus sur la planète. De faire affaire avec ces gens-là, moi, regarde, je comprends pas trop ce qui se passe. Mais c'est quoi le lien entre le Canada et l'Ukraine? Ben là, en ce moment, pourquoi c'est reparti? C'est que Donald Trump veut régler le conflit et lui, il veut régler le conflit en mettant à genoux l'Ukraine. Parce qu'il dit, on a envoyé 200 millions à l'Ukraine. Oui. Et nous autres, on n'a rien... pas 200 millions, 200 milliards. 200 milliards. Et Biden a envoyé ça, puis il n'a pas attaché ça après rien. Moi, ce que je vous dis, c'est que vous êtes en dette de 200 milliards. Les Européens, eux autres, l'ont fait différemment. Le Canada, je ne sais même pas comment on l'a fait. Mais les Européens l'ont fait différemment. Eux autres, ils ont fait un genre de prêt. C'est un prêt... Ils ne reverront jamais la couleur de cet argent-là pour ça. Non. Mais ils ont fait un genre de prêt. Les Américains, eux autres, ont donné carrément, Biden a donné carrément, depuis le début de ce conflit-là, 200 milliards d'argent à la guerre en Ukraine. Et là, Trump, dans sa négociation, ce qu'il veut, si on veut mettre ça clair, là, c'est que lui, il veut récupérer le 200 milliards. Donc, il veut faire un deal avec le gars, avec Zelensky. Et il veut que le deal inclue le droit aux Américains d'avoir accès, effectivement, aux matières premières. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le sol ukrainien? Un genre de deal à la 50-50 où les compagnies américaines pourraient y aller. Il y aurait des redevances, il y a un paquet d'affaires. Tu sais, il est ouvert à un paquet de deals. Entre autres, même l'achat de ce que je comprends, là, c'est ce qui vient de sortir il y a quelques minutes. Je n'ai pas vérifié le fond de ça, là. Je ne sais même pas si l'Ukraine fait de l'aluminium, là, mais regarde, si c'est le cas, il semblerait qu'il est même prêt à acheter de l'aluminium ukrainienne au lieu de prendre de l'aluminium canadienne dans un deal qui pourrait faire que lui va se repayer sur le 200 milliards qu'ils ont donné à l'Ukraine. Mais la condition là-dedans, c'est que, d'abord, il faut laisser aller une partie du territoire russophobe, donc à l'Est, qui est déjà conquis, là, vous et moi. Là, donc, avec la guerre, ce territoire-là est déjà conquis. Mais il ne veut pas que l'Ukraine soit dans l'OTAN. Il ne veut pas que l'Ukraine soit avec NATO. Donc, parce que sinon, c'est une source de conflit. Et c'est un non-non, c'est un gros non-no du côté de la Russie. Il n'y a pas de possibilité de faire un deal de paix si l'Ukraine est dans l'OTAN. OK, ça c'est clair.
Mais là, Trudeau, lui, pour faire chier Trump, parce qu'il est dans un conflit, parce que la seule affaire que Trudeau fait, c'est faire chier Trump. Et c'est un peu à cause de ça qu'on est dans le trouble en passant, là. T'sais, on a un gars qui poke de bear depuis à peu près, je vous dirais, facilement 7-8 ans sur Trump. Le gars a mal joué ses cartes. En plus, quand il le voit face à face, c'est un gars qui écrase puis qui regarde à terre. Mais quand il s'en va à la course, après ça, c'est là où il fait tous ces petits trucs par en arrière. Et ça, pour le Canada, ça a été très, très, très mauvais comment Trudeau s'est comporté. Et là, avec l'Ukraine, c'est la même affaire. Et Trudeau, lui, il dit non, l'Ukraine, il faut qu'il soit dans l'OTAN. Il faut qu'il soit dans l'OTAN. Alors que on sait très bien qu'il n'y aura pas de deal avec la Russie si l'OTAN s'installe en Ukraine. C'est ça, exactement. C'est clair. Puis Zelensky a dit si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, je suis prêt à donner ma démission. Oui. Lui, il dit je suis prêt à être plus président. Oui. Puis aller vivre des milliards probablement qu'il a réussi à détourner parce que c'est un pays extrêmement corrompu. Puis c'est sûr qu'il y a de l'argent qui s'est promené dans des comptes, puis il va faire une vie incroyable quelque part en Suisse ou ailleurs. Mais lui, il dit, je suis prêt à démissionner c'est ça. à condition qu'on embarque tout de suite l'Ukraine dans l'OTAN. Donc, finalement, on a un président qui ne veut pas que ça s'arrange. Parce que lui, c'est devenu une business. Encore ce matin, il vient de recevoir 5 milliards. Lui, c'est une business. Est-ce qu'il y en a qui vont sur le terrain? Probablement. Mais on sait que ces gars-là se gardent une cote. Donc, tout l'argent qui circule, ces gens-là, tout l'appareil corrompu de l'Ukraine sont en train de se rendre extrêmement riches avec cette guerre-là. Ça, c'est clair. Mais Trudeau, donc, Trudeau, il fait par exprès, là. Ah oui, Trudeau fait pas exprès. Envoyer des troupes canadiennes pour maintenir la sécurité en Ukraine, là, ça, c'est baveux comme le Christ, là. Ben oui. Ben oui. Quand on dit régulièrement dans l'histoire du conflit commercial qui oppose les États-Unis et le Canada, qu'on a le droit d'être insulté un peu, mais que toute notre énergie ne devrait pas être d'haïr Trump. On devrait mettre toute notre concentration et notre énergie à regarder ce que les nôtres font. Pourquoi on est dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Moi, je le dis depuis le début. Il y a beaucoup de choses à regarder. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut se concentrer. Celle-là, là, ça en est une grosse patente. Qu'est-ce qu'il fait là? Le seul but, c'est d'écœurer Trump et les États-Unis d'Amérique. Après ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ben, on va se faire rajouter des tarifs. C'est une guerre de coqs. Et il y en a un qui n'est pas équipé pour gagner la guerre, il s'appelle Justin Trudeau. Et en plus, c'est un PM qui n'est plus PM. Le Canada est devenu un pays dysfonctionnel. Le Canada n'est pas un pays très sérieux en ce moment-là. Qu'est-ce que ce gars-là fait là? Il n'y a pas d'autorité morale à être là. Le gouvernement est fermé. On est en attente d'un nouveau chef. Le gars a l'air d'un gars qui ne veut pas partir. Et le gars fait un genre de tour, une dernière tournée d'adieu. Et il va donner des cadeaux à tout le monde. Et en faisant croire que l'Ukraine va être dans l'OTAN. Je veux dire, regarde, c'est de vouloir la guerre à perpétuité. Tout le monde sait que si c'est ça, il n'y aura pas de paix. Ça va finir par une invasion totale de la Russie sur l'Ukraine. Le gars un peu fou en Grande-Bretagne, bizarre, le liberal, le gauchiste qu'il y a là, va envoyer des hommes. Si on a l'autre Anglais, l'autre Britannique qui risque d'être le premier ministre du Canada après Trudeau, si Trudeau le laisse rentrer dans son bureau en passant, ça, c'est pas fait. L'Anglais qui a là, Mark Carney, qui est un Anglais, lui et sa femme, des Anglais. Donc, l'Anglais qui doit être d'accord avec le gauchiste comme lui en Grande-Bretagne va sans doute embarquer dans l'histoire. On va envoyer des hommes aussi. Donc, on va se ramasser avec... c'est pas pour rien que Macron, en passant, est débarqué de la limousine un matin avant de la Maison-Blanche puis qu'il n'y avait personne pour l'accueillir. Non, il veut juste une madame. Il veut une madame qui était là, une employée de la Maison-Blanche. Là, mais l'Europe puis le Canada rêvent de faire partie de l'Europe, même si on est très, très loin. Le Canada rêve de ne plus faire affaire avec les États-Unis et d'être intégré à l'Union européenne. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est ça pareil. Je sais. Ces gens-là rêvent d'envoyer des hommes et des femmes se battre pour l'Ukraine contre la Russie. Juste pour faire un finger à Trump. Mais la paix n'arrivera pas autrement qu'avec le deal qui est amené sur la table par Trump. Pas d'OTAN, deal d'affaires pour se rembourser, départ de Zelensky, un paquet de choses. L'Europe va s'occuper effectivement de peut-être mettre la place en ordre après.
Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais une chose est sûre. Ceux qui sont pour l'OTAN avec l'Ukraine, ce sont les guerriers. Ce sont les gens qui aiment voir des gens mourir. OK? Ceux qui sont les gens raisonnables, les anti-guerres, comme nous, on sait très bien qu'il n'y a pas question de l'OTAN. Il n'y aurait jamais dû avoir question de l'OTAN. Même Trudeau, dans son téléphone avec Trump, vendredi ou samedi, a reconnu à Trump, mais ça, c'est la discussion officielle. On sait qu'une fois que le téléphone est raccroché, Trudeau devient un autre homme. Mais il l'a même dit à Trump. Si Trump avait été au pouvoir pendant que Biden était, il n'y aurait pas de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, à partir de là, pourquoi il n'y aurait pas de guerre? Parce que Trump n'aurait jamais toléré que l'OTAN, qu'il finance quasiment à moitié à lui tout seul, s'en aille s'installer dans un pays qui allait mettre en crise les Russes, au point de provoquer une guerre. C'est assez bright pour ça. Mais ça, qui pense de même? Les anti-guerres. Qui pense à l'inverse? Les pro-guerres. Oui, il y a des pro-guerres. C'est pas parce que vous êtes gauchiste puis vous êtes socialiste que vous n'êtes pas pro-guerre. Ces gens-là adorent la guerre pour toutes sortes de raisons. Énormément d'argent en circulation, énormément d'argent qui se promène dans des compagnies, qui reviennent avec des kickbacks. Vous savez comment ça marche. La guerre, c'est extrêmement payant pour beaucoup de politiciens. Quand tu es déjà milliardaire, la guerre, ça te fait rien. Quand tu n'as pas une scène puis que tu peux t'enrichir en tant que premier ministre ou ex-premier ministre avec des décisions de main, ça change toute la game. Énormément d'argent dans les histoires de guerre. Pas pour nous autres. Nous autres, ça ne change rien. Ça fait juste nous mettre dans le trouble. Mais pour les gens qui sont dans les prises de décision, énormément de kickbacks, d'enveloppes, de sacs et d'argent qui circule. À bien y penser, là, t'as raison. Mettons qu'il y a un genre de deal qui se fait. Il n'y a pas de NATO en Ukraine. Pas de temps. Il y a un deal d'affaires. L'Ukraine a un deal d'affaires par rapport aux ressources de l'Ukraine. Puis il y en a beaucoup de ressources en Ukraine. Là. Je suis allé voir un peu la liste, assez impressionnant. Là. C'est une terre de ressources. Là. Mettons que, bon, on y page des villes un peu. Ça sort place. Moi, je dis qu'il y a du monde qui ne sont pas contents de ça. Ben non, c'est sûr. Si ça s'arrange, le monde, ce qu'ils veulent, c'est que Poutine en mange une crisse, puis que le régime tombe, puis que les Russes se fait... Puis s'il faut que Kiev soit démoli au complet sans crisse. Ils s'en calissent. OK. Puis si t'es rendu à 1 million de morts de flots de 18 à 26, 27 ans, 30 ans, ils s'en calissent. Oui, exact. Donc, c'est ce qu'on voit là. C'est exact. Puis Pierre Poilievre, je reviens à Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, depuis 3 semaines, 1 mois, est toujours on the wrong. Il est toujours du mauvais côté du lit. On dirait que tu couches dans le même lit que les libéraux. Il va me pousser. Je suis le bord de voter libéral. J'avais pas l'intention de voter conservateur. J'ai dit que j'allais voter pour Maxime Bernier. Ça, c'est mon choix personnel à moi. Il y en a une gang qui ont changé d'idée. Mais je vais te dire de quoi, là. Les conservateurs font honte au mouvement conservateur, font honte à la droite en général. Poilievre, finalement, est en train de se désintégrer là, de manière... Regarde, on n'a jamais vu ça. J'ai jamais vu quelqu'un monter de même, être si dominant, puis peser sur tous les mauvais pitons depuis à peu près 1 mois. Ce gars-là est en train de donner une victoire facile aux libéraux avec ses positions qui sont très molles, qui sont très, très rhino, comme on appelle aux États-Unis, c'est-à-dire Republican only by the name, là. Une affaire de même. Donc, tu sais, très, très soft. On dirait qu'on a affaire. C'était quoi les anciens chefs conservateurs? Tu avais O'Toole, puis il y en avait un autre aussi avant lui. Là. On dirait que c'est eux autres. On dirait que Poilievre est devenu pareil à ces deux-là. Là. Sans saveur, sans couleur. Le gars est en train de se désintégrer devant nos yeux. Toujours les mauvais pitons. On a l'impression qu'il est dans l'équipe de Justin Trudeau. On a l'impression que c'est un libéral. Juste vous dire. Donc, ça va passer par là. C'est clair que ça va passer par... Il va falloir qu'ils s'entendent. Là, parce que pour Zelensky, les 200 milliards, c'était une subvention, puis il n'y avait pas à redonner rien. Trump dit, non, 200 milliards, tu me dois de l'argent, là, toi, là. Tu m'en dois, là. Faut s'asseoir. Moi, t'acheter la paix, je vais faire mettre les chars dehors, les Russes vont s'en aller, mais il faut avoir un deal, là. Ça finira pas, je t'ai donné 200 milliards, puis je vais avoir une poignée de main. Ça finira pas de même. Juste pour finir, avant de s'en aller avec les autres blocs, vous dire que
ça a été encore un gros matin pour Donald Trump. Peut-être que nous autres, il va falloir commencer à travailler un peu parce que les investissements étrangers quittent le Canada. On a très, très peu d'investissements étrangers au Canada. Trump et Apple viennent d'annoncer un investissement de Apple de 500 milliards de dollars. OK? 500 milliards, pas de joke, là. Donc, 500 milliards qui s'ajoutent aux derniers investissements qu'on a eus. D'abord, juste vous dire que c'est 500 milliards sur 4 ans. 20 000 jobs de créer, des nouveaux endroits de serveurs dans le coin de Houston. On dit qu'il y a également un nouveau un centre de recherche. Centre de recherche, puis un nouveau plan pour les chips de Apple. Vous savez que Apple a ses propres chips maintenant. Donc, c'est un investissement en Arizona de 12 milliards. Si on regarde les derniers investissements, j'avais ça quelque part. J'avais une liste des derniers investissements de l'administration Trump. Je ne les ai pas devant moi. Mais si on prend là, le gars du Japon, écoutez, les investissements qui sont en train de se faire aux États-Unis pour les prochaines années, je veux dire, on peut bien parler contre Trump, on peut bien l'haïr ou n'importe quoi, là, mais là, il y a une chose est sûre, c'est que le gars fait des deals. Le gars fait des deals avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et le marché va être envahi d'investissements au cours des prochaines années. Ça va être dur de ne pas embarquer là-dedans. Là. Ça va être dur de ne pas se joindre à cette gang-là puis de ne pas faire équipe ensemble. Si on s'isole de l'autre bord, j'ai l'impression qu'on va finir pauvre comme la gale. En tout cas, c'est le feeling que j'ai. Voilà pour le lundi, c'est fait, c'est lancé. Régent et stand-by. On a Johnny Murray avec nous autres et on a également une boîte avec notre chum Jerry. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. 3, 2, 1. Radiopirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. On a pris un petit bout de notre longue discussion de 1 heure avec Reg. On vous présente le milieu. On parle du match de vendredi entre les Sta et le Canada avec le but de McDavid. Avec Jeff. Régent à Radio Pirate. Avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Et on parle aussi, un peu plus loin dans la version Prime, de qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir plus de joueurs québécois dans notre club du Canada. On n'avait pas. On avait un, mais il était dans les stades. Comment t'as trouvé la game? Comment t'as trouvé? Qu'est-ce que tu retiens de cet événement-là? Tu sais, un événement qu'au début, on ne savait pas trop c'était quoi. Finalement, il y avait l'histoire de Trump. L'histoire de Trump, a mis beaucoup de gaz sur le feu. Donc, ça a donné les meilleurs codes d'écoute. Il a créé l'événement, c'est ça. Oui. Donald Trump a créé l'événement. Et Gary Bettman, j'espère, va aller jouer au golf à Mar-a-Lago au mois de juin avant qu'il fasse trop chaud. Parce que Trump a rendu un événement qui était une bonne idée, soit dit en passant. Il a rendu ça un défi. C'est devenu une série du siècle. C'est devenu la série du siècle de 72, c'était le communisme contre le capitalisme. Autrement dit, les méchants communistes contre les bons capitalistes, contre la liberté et la démocratie. Exact. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. C'est le fascisme américain contre la démocratie canadienne. C'est ça qui s'est passé. Oui. C'est les méchants Américains qui veulent envahir le Canada. Et ce que je retiens, sincèrement, moi, que c'était le plus beau match que j'ai vu depuis. Le Canada avait gagné, à moins que je me trompe, c'est 3-1 avec un but dans un filet désert le samedi soir à Maple Leaf Garden contre l'Union soviétique lors de la première Coupe Canada en 1976. Ça avait été un match invraisemblable. Et la Tchécoslovaquie avait battu le Canada 1-0 dans le tournoi, dans le préliminaire, là. 1-0 au Forum de Montréal. Et Piton Ruel m'avait dit, c'est la plus belle partie de hockey que j'ai jamais vue de ma vie.
puis le Canada avait perdu 1-0. Et moi, ça faisait donc 49 ans que j'avais pas vu un aussi bon match de hockey que ce qui s'est joué ce soir-là. T'as remarqué qu'il y a eu une seule pénalité. Oui. Accidentelle. Un hockey qui a touché au visage. Il n'y a jamais pas eu de coup de cochon. Mais c'était hyper physique. Les gars se sont blessés. D'ailleurs, nos Panthers risquent de perdre Tkachuk pour le reste de la saison. Mais c'était un match fabuleux. Que le Canada ait gagné en prolongation, c'est génial pour la politique canadienne. Mais ce que ça veut dire, quand tu bats les États-Unis, que Jordan Binnington a fait 2 vols, alors que... J'étais content pour lui. J'étais content pour lui. Je trouvais parce que je trouvais qu'il a mangé des coups bas parce qu'il ne méritait pas ça. Il a été très bon. Quel but. Comment, man? J'ai été content également pour John Cooper. Ah oui, quel coach, hein? As-tu une idée que Cooper, lui, a supporté Binnington? Oui. Tout le Canada voulait le changer. Exact. Ben, sais-tu pourquoi il y a des bons coachs puis il y a des mauvais partisans? Parce que le coach connaît ça. Exact. Ben, je suis content pour lui, Binnington. Et quand tu gagnes en prolongation, après avoir les 2 dernières périodes que c'était les États-Unis qui avaient l'avantage, ça veut juste dire que tu as gagné un match, que c'est formidable. Mais va pas te dire que le Canada, le hockey nous appartient. Si le hockey nous appartenait, tu aurais gagné 5-0. Oh oui, c'est ça. Oui. Quand tu gagnes 4-3, à la dernière seconde, dernière limite, en prolongation, ça veut dire que les 2 pays ont joué un match fabuleux. Puis, ça annonce, ça va être formidable. Les Olympiques. Les Olympiques. Puis, oui. Les Olympiques, ça va être extraordinaire. La Russie, en plus. Est-ce que la Russie va être là, aux Olympiques? Là? Non. Comment? Ben là, ça va se dépendre. Oui, ça risque peut-être de s'arranger. Mais non, il faut que les Russes soient là. Je dirais qu'Ashton va avoir une nouvelle poutine à vendre. La poutine russe. mais les codes d'écoute, avec de la betterave. Mais les codes d'écoute sont incroyables. Les codes d'écoute de 16,1 millions. C'est fou, là. 9,3 millions aux États-Unis, 6,3 millions au Canada. 9,3 millions aux États-Unis? Oui, même un pic à 10,4. Ça veut dire que c'est le record de tous les temps? C'est le plus gros événement de sport sur ESPN. Tu sais, quand t'enlèves la NFL, c'est le plus gros événement sur ESPN qu'il y a eu. Écoute, je suis à l'aéroport de Orlando vendredi matin et je me loue un auto pour quelques heures pour me rendre chez moi. Parce que j'étais à 2h15 de là à peu près, porte à porte. Et je suis dans le fil, il y a beaucoup de monde. Puis là, de quoi tu penses que le monde parle? De la game de hockey, hein? Le monde parle de la game de hockey. C'est sûr que si tu vois 2 Noirs ensemble qui jasent, probablement qui n'ont pas écouté la game, si tu vois 2 personnes Attention, Kevin Raphaël va demander ton compte. Ouais, mais tu comprends ce que je veux dire? Mettons que je vois 2 personnes qui ont l'air à 2 personnes de l'Inde, eux autres, ils parlent de leurs affaires, mais si tu vois des gens qui ont l'air à des gens du Nord, mettons de New York, du New Jersey, du Connecticut, du Massachusetts. Et dans un aéroport. Dans un aéroport, c'est clair que c'est ça. C'est sûr que pas sûr que quelqu'un de la Louisiane parle de ça, mais je veux dire, quand tu vois qu'il y a des touristes qui arrivent, puis ils arrivent d'un vol Boston-MCO, ça parle de ça, là, c'est clair. Puis là, à un moment donné, j'ai au gars, il était 3, j'ai dit « Hey guys, j'ai dit, I'm Canadian, donnez-nous une chance, là, merci, on en avait besoin. Ça fait 1 mois qu'on broute, qu'on se fait manger la laine sur le dos, là, on avait besoin de cette victoire-là. Puis après ça, on est parti à jaser pendant 5-6 minutes de la game. Mais c'était le gros sujet, McDavid, le but était hot. Puis eux autres, c'était des Américains, puis ils ont trouvé la game extraordinaire, pas déçus d'avoir perdu, au contraire, ils ont aimé le show. Ils ont dit le show était bon. J.J. Watts, tu connais J.J. Watts, l'ancien joueur étoile de Houston au football, qui a pris sa retraite l'année passée. Un gars qui est un diplômé de Wisconsin, donc même université que Cole Caulfield, qui est devenu un ami proche de Cole Caulfield, qui lui est un maniaque de hockey. La réalité, c'est que ce joueur-là de la NFL, ce joueur vedette-là, il aurait aimé être un joueur de hockey, mais il était trop gros, donc il a fini par être une méga star au football. Il dit, j'avais des dizaines et des dizaines d'invités chez nous et le monde qui m'ont appelé pour être au party, qui n'ont jamais écouté de hockey de leur vie, mais qui voulaient
suivre cette game-là. C'est incroyable. Donc, pour le sport, ça a été extraordinaire. Oui. Là. On se le dit. Pour le hockey, ça a été incroyable. Puis Restons là. Oui, puis est-ce que la NHL, à quelque part, peut prendre note que... Et toi, Régent, écoute, t'es dans le hockey depuis tout le temps, c'est-à-dire le Boston-Montréal, tu sais, les grandes rivalités historiques du hockey. Mais Christophe, on dirait qu'il n'y a plus de rivalité dans les dernières années. Puis ça, c'est bon pour le hockey parce que, c'est-à-dire la chamaille, c'est ce côté-là qui est... On dirait que toutes les équipes jouent dans la même équipe, on dirait, là, depuis plusieurs années. Mais c'est plus dur à 32 clubs de faire ça. Oui, mais... ce que tu penses, c'est que ça a été créé quand la Ligue n'avait pas beaucoup de clubs. Hey, Jerry, Canadien nordique, tu réalises-tu que c'était 8 fois par année, plus de matchs hors concours, plus les playoffs? Exact. Tu avais beaucoup de temps pour taillir. Là. Ah non, les gars connaissaient la marque du aftershave de l'autre gars. non, mais tu sais, c'était... Mais tu sais, comme les matchs à Edmonton-Calgary, Colorado-Détroit. Colorado-Détroit, c'est une rivalité. Oui, mais ils jouaient 6 fois par année. Là, le Canadien joue... Contre quelle équipe que le Canadien joue 6 fois par année? Y en a-tu? Je pense pas, moi. Je pense que le maximum, c'est 4. Mais tu vas y arriver, ça, pour sauver la planète, là. Quand il va falloir faire des voyages en autobus électrique ou en train électrique, ou bien par le TGV à Trudeau. Ça va être génial. Est-ce que tu es revenu, je sais que tu as fait un texte extraordinaire là-dessus, là, on n'a pas parlé la semaine passée, mais c'est sûr que là, on a entendu parler de... Les nationalistes québécois ont sorti le fait qu'on devait avoir notre équipe. L'équipe, le listing qu'ils ont, en tout respect pour les gars qui sont là, sont quand même NHL pareil, là, mais je veux dire, c'est pas une très, très grosse équipe, peut-être une des plus faibles de l'histoire. Puis tu as fait un texte où tu nous montres quels étaient les principaux marqueurs et compteurs dans les années 70, années 80, les années 90, puis tu t'es rendu à aujourd'hui, alors que le plus haut aujourd'hui, c'est Marchessault avec... 61e. 61e. Avec voyons, pas Wallet, là. Voyons, il était avec Dubois, qui était avec Pierre... Washington. Il était avec Washington. Pierre-Luc Dubois, qui était avec Winnipeg. Donc, depuis que tu as écrit cet article-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te passaient par la tête de pourquoi... Tu sais, on comprend, tu l'expliques dans ton article, on comprend, les États-Unis produisent plus de joueurs que jamais. Tu sais, des gars de l'Arizona, des gars de la Floride. Oui, mais les autres pays, on n'avait pas de joueurs de la Suisse avant, là. On n'avait pas de joueurs de l'Allemagne avant. Ben non. Léon Draisaitl, ça n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Mais les Ontariens sont encore là pareil. Je pense que c'est un... Mais là, il faut faire attention. Je ne veux pas faire d'amalgame, mais je pense que c'est un reflet aussi d'un choix de société québécois. Quel est le choix de la société québécoise? Ben, es-tu capable d'imaginer un coach qui, verbalement, va botter le cul d'un flot de 16 ans? Très difficile. Puis que tu vas dire, hey, tu vas faire un homme de toi, là, puis tu vas aller chercher le crise de puck dans le coin, puis prends ton check à un midget, voyons donc, le gars va être traîné devant ça va être dans le journal de Montréal, puis c'est ça. Il va perdre sa job où il travaille dans le jour, à moins qu'il soit un fond-fond, à moins qu'il soit fonctionnaire. Mais c'est une question de société, je pense sincèrement. On aime ça, que ça participe. Faut pas que les enfants soient brassés. Beaucoup de monde parle que pour aller dans l'élite, maintenant, contrairement à avant, c'est impossible parce que c'est trop dispendieux puis c'est devenu un sport pour les riches. Ça coûte cher aussi. Les bâtons sont chers. Puis si tu veux jouer, mettons, un midget 3A, là, si t'es rendu midget 3A, tu as une organisation qui prend soin de t'équiper, tout ça. Oh oui, les bâtons sont fournis, tout. Et avant de monter là, dans le double lettre, ces affaires-là. Dans le double lettre. Donc, plus le fait que je ne sais pas si c'est les changements climatiques, je pense pas, mais il reste qu'une... Tu sais, hey, écoute, moi, je jouais sur le lac Grenon, qui à l'époque, ça s'appelait le lac Charles. On jouait là-dessus jusqu'au 15 janvier. Parce qu'à partir du 15 janvier, il était rendu avec un pied de neige, là. Commençait à gratter ça le samedi matin, ça n'avait plus de bon sens. Mais on jouait décembre, puis 6 semaines
sur le lac Grenon, la patinoire avait 300-400 pieds de long, puis tout Falardeau jouait là-dessus. Tu comprends? Mais à un moment donné, les buts, c'était des mottes de neige, des grosses mottes de glace, là, on faisait les deux. Oui, mais les jeunes font plus ça, là. Mais non, mais ça n'existe plus. Les patinoires sont vides. Là. Même les patinoires de la ville, je l'ai dit, là, samedi après-midi, moins 9 degrés, pas de vent, soleil, pas de nuages. Bon, la patinoire en arrière de l'école des Sources à Sainte-Foy, Cap-Rouge, il y a 2 personnes à 2h30 l'après-midi. Parce que les jeunes, les parents ne veulent pas. À un moment donné, là, je suis convaincu, moi, que ta mère ou Gilbert, oui, dehors, TQ. Va prendre l'air. Il ne voulait pas te voir dans la maison. Non. Et puis, parce qu'il trouvait que c'était bon pour ta santé. Et puis que c'était bon, puis que en plus, ça leur donnait la paix pendant 3 heures. Oui. Mais ça se fait plus, ça. Tiens, prends ton téléphone. Oui. Va-t'en dans le coin, va lire, va t'amuser avec la patente. Va jouer au bowling. Tu as parlé tantôt des coachs, le fait que faut se faire brasser un peu. Mais regarde, moi, j'avais des gens qui étaient bien avant leur époque. Germain Mongeau m'avait dit, coudonc, as-tu mis Tampax de ta sœur? Germain était mon coach. 2 pratiques de crosse. Tu sais que Chicoutimi a fait partie de la ligue de crosse. Oui. Avec, il y avait les Indiens de Cocknawaga. Dans ce temps-là, ça s'appelait Cocknawaga, puis le club s'appelait les Indiens. Évidemment, il aurait fallu dire les Autochtones de Kanawake, mais ça. Hey, c'est drôle parce que moi aussi, j'ai joué contre ces gangs-là. Le goaler avait une patte plus courte que l'autre. Il était pas habillé pareil. On a dit, c'est qui cette gang de clin-clin-là? Ils nous ont sacré une volée, je pense que ça a fini 9-5. Ben, moi, de rien. Moi, c'était à la crosse, on en a mangé une maudite. Ah non, à la crosse, c'est épouvantable. C'était mon dernier match de crosse. Après ça, il y a eu un exercice. Je me trouvais bien beau, bien grand, bien mince. Très intellectuel avec la boule, avec la petite balle. Puis Germain Mongeau a fait de la pratique et dit, t'es mieux dans l'enseignement. Ça a fini là. Ça s'appelait le terrain de l'Institut Saint-Georges. T'en rappelles-tu? Ben, très bien. En haut de Dominique Racine. C'est ça. Oui. J'enseignais à Dominique Racine. Moi, là, je vais te dire une affaire. Là. Si, mettons, c'était à recommencer cette époque-là, parce que les gars de hockey, on jouait au baseball l'été. Donc, c'était un automatique. Donc, on était quasiment tout le temps la même gang, les mêmes gars de hockey qui jouaient au baseball dans la même équipe. Puis, tu sais, j'aimais le baseball. Je n'étais pas si bien. J'étais un bon receveur. J'étais un bon catcher. Mais mon sport, là, si j'avais eu à choisir, là, mon sport que j'aurais aimé mettre autant de temps, sinon plus que le baseball, c'est la crosse. Excuse-moi, pour un gars de hockey, la crosse, c'est extraordinaire. Ça jouait rough en joie le vert. Là. Ben, c'est parce que le cross-check, ben, c'est le cas de le dire. Ben oui. La cross-check, la cross-check était légale, permis puis autorisée. Mais nous autres, on jouait avec des vrais, là, des crosses en bois. Ben oui, avec du nerf. Bon, ben, parfait. Oui, ça, c'est après. Moi, les crosses en genre d'aluminium, alliage, je sais pas trop quoi, là, ça, c'est 4-5 ans après, ça. Bon, ben, mais dans le temps, c'était des crosses de bois, là. C'était lourd. Puis quand tu pognais l'avant-bras de l'autre, ça faisait mal en jouant le vert. Et les coachs de hockey ne voulaient pas qu'on joue trop à crosse l'été parce qu'il y avait trop de blessures. Donc, on était comme au baseball. On va jouer au baseball. Même si tu te blesses, ça ne sera pas si grave que ça. Une pratique de crosse, là, les 2-3 jours suivants, tu n'étais pas capable de signer une facture. Ah non, c'est fou raide. Quel sport. Quel sport incroyable. Mais je reviens juste au coach. Tu sais, il y a peut-être aussi au côté, je sais pas, côté développement, côté, je sais pas qu'est-ce qu'on fait qui fait qu'on est moins, on devrait être là. Je comprends là toute l'histoire, là, le volume, mais il y a quand même 32 équipes de la NHL. On a quand même ça en dedans de nous autres. Moi, je pense qu'il y a, parallèlement, il faut développer beaucoup de patinoires extérieures avec des toits dessus. Puis là-dessus, le Canadien, les 15 patinoires du Canadien, ça, là, on dira jamais, on ne soulignera jamais assez l'implication du Canadien. C'est quand même 500 000 la patinoire. On est rendu à 7,5 millions. Tu vas me dire, c'est déductible des revenus, puis des profits. C'est pas grave. Il faut qu'il y ait ça dans les... Puis, tu sais, la raison est simple, c'est que avant, là, quand on était TQ, quand on s'occupait de la patinoire, là, on passait les nuits qui faisaient froid, on passait les nuits à glacer et à épaissir la patinoire. Maintenant, aujourd'hui, les syndicats veulent plus qu'on fasse ça. Donc, les syndicats, c'est eux autres qui s'occupent de la patinoire. Mais le gars du syndicat de la ville, le col bleu qui a fait, il fait 8-9 patinoires. Donc, quand il fait une couche à une place, il prend son pick-up, après ça, il s'en va à l'autre, il fait une autre couche.
Il n'est pas en train de l'épaissir. Donc là, on perd nos glaces de bonheur. Premier redout, on les perd. Souvent mal dégagées. Donc là, qu'un toit, une patinoire de 200 pieds par 80 qui est donc protégée du soleil, puis qui a un fond. Donc, ça veut dire que tu peux commencer à jouer au mois d'octobre et tu finis facilement fin avril, si tu veux, même première semaine de mai. Donc, mais pour qu'il y ait du monde dessus, là, à l'école, je disais ça l'autre fois, là. Moi, mes filles ont été à l'école publique, justement, cette patinoire-là que je te parlais tantôt. Pendant les histoires de garde, là, les heures de garde, le midi, après ça, de 3h à 5h, quand les parents ne sont pas arrivés, les enfants sont dehors, sont à côté après les arbres, ils jasent, ils inventent des jeux, mais ils n'ont pas l'air à faire grand-chose. La patinoire est vide. Combien de petits gars aimeraient ça, peut-être dans l'école primaire? Il y en a peut-être 40, il y en a peut-être 25, il y en a peut-être 55, je ne sais pas le nombre. Mais imagine-toi si tu leur dis, pendant le système de garde, pendant la période de garde, la patinoire est ouverte, puis vous jouez au hockey comme vous voulez. Criff, il faut redonner le goût aux jeunes d'être dehors puis de jouer au hockey. Je comprends l'histoire des bons coachs, je comprends l'histoire d'avoir des coachs. Mais ça commence par s'amuser. C'est ça, ça commence par une participation de volume, puis ça commence par avoir du plaisir. Puis tu l'as dit, il devrait même étirer ce plaisir-là jusqu'aux juniors majeurs et laisser les gars jouer comme les gars juniors majeurs jouaient dans le temps. Dans le temps, là, il y avait des games, ça faisait 11-7. Là. On aimait ça à Criff. On aimait ça, c'était spectaculaire. On comprend, les gars faisaient des erreurs. On comprend que... mais aujourd'hui, ça joue serré, ça joue le système, ça joue ci. Puis là, on se rend compte qu'on n'a pas de gars en haut. Alors, il y a quelque chose qu'on ne fait pas correct, là, c'est sûr, c'est sûr. Mais les politicos à l'Assemblée nationale vont dire, c'est ce qu'ils ont fait dans les dernières semaines, là. Le hockey est le sport national du Québec. Ils ont déposé une genre de motion à l'Assemblée nationale pour que le hockey... Ça vaut rien, ça. Voilà, mais ça, c'est juste du jasage de politicos. Mm-hmm. Mais c'est pas ça que ça prend. Ça prend l'investissement pour vrai, là. Ça veut dire... Non, mais Jerry, on n'a pas fréquenté les mêmes écoles, mais curieusement, Jeff a fait son secondaire, les 3 dernières années de son secondaire, à Charles Gravel, où j'ai été prof quand c'est devenu Charles Gravel. En 70. Avant ça, ça s'appelait... Eugène Lapointe. Eugène Lapointe. Bon. Mais moi, là, les gyms, parce que les premiers vrais beaux gyms qu'on a eus, c'était à Charles Gravel. Oui, c'est dans les écoles neuves. Les écoles neuves avec des gyms. Mais les gyms roulaient jusqu'à 10, 11 heures le soir. Oui. Et c'était des profs qui allaient là pour le fun. Moi, et la fin de semaine. Et les fins de semaine à partir de 7h30 le matin. Puis moi, j'arrivais là tous les samedis. Je réservais le gym 2 heures. Puis on avait 1 heure de hockey Cossum, qu'on appelait ça, avec les gars, puis 1 heure avec les filles. Mais je faisais ça bénévolement. À un moment donné, ça a commencé. Mais là, ça devrait être le ressort des profs d'éducation physique. Puis là, ça devrait être ici. Puis là, les gars de l'entretien ont commencé à chialer parce qu'il fallait qu'ils rentrent le dimanche parce que les gyms avaient servi le samedi. Puis là, ça prenait du temps, de l'overtime. Puis quand je suis sûr que ça devait être compliqué d'avoir un gym le soir ou les fins de semaine quand tu étais là comme étudiant. Correct, nous autres, parce que nous autres, les profs n'étaient pas trop impliqués, tu as raison, mais ils ont laissé les étudiants, les quelques leaders sportifs de secondaire 4-5 qui étaient des bons leaders, s'occuper de leur propre ligue, avoir accès au... Ça, ils ont été corrects là-dessus. La direction était correcte, tu as raison. Ils vous ont passé les clés. Oui, c'est les concierges qui ouvraient les clés. Ils ont donné le mandat aux concierges de nous ouvrir les clés. Ils étaient responsables pour les ligues. Imagine-toi aujourd'hui. Oublie ça, c'est fini. T'arrêtes une plainte que quelqu'un, un concierge... C'est fini, ça. Fini. Ça marche plus, ça. Plus de Reg sur la version Prime, si vous en voulez plus. Ah ouais, let's do it. Avec Jeff. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. Radiopirate.com.
Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. On est avec Johnny Murray. On a parlé de quoi? Il y a 4-5 mois, Johnny, à peu près? Je pense après la saison de cette année avec la victoire des Panthers. C'est ça qu'on s'est parlé il n'y a pas longtemps. Hein? Ouais, après la Game 7, ouais. Après la Game 7. Puis, hey, je vais t'avouer, habituellement, je te check tout le temps. Je vais t'avouer que je t'ai pas vu à la game, j'ai pas checké. On dirait que on était tellement dans une zone, ce game-là. Puis moi, je vais te dire, Johnny, je faisais partie de ceux qui se demandaient, cette série-là, ça va mener à quoi, là? Tu sais, dans le sens... OK, pas de game des étoiles, mais là, les Russes sont pas là. Tu sais, je me demandais un peu qu'est-ce qui allait arriver de cette série-là. Puis là, ben, jeudi soir à la game, j'étais comme si c'était les Olympiques, la médaille d'or. On était tous énervés, tout le monde était content d'avoir cette game-là. Donc, j'ai pas remarqué que c'était toi qui étais juge de ligne. Puis, regarde, c'est pas surprenant, t'es là de toutes les games. Donc, t'as fait cette game-là jeudi soir. Raconte comment c'était sur la glace un peu. Ben, j'avais déjà fait un match Canada-États-Unis en 2016 au Championnat du monde à Toronto, puis j'ai quand même quelques finales de fête dans ma carrière. Ça a été un match pour moi que je me souviens tout le temps. Là, c'est la finale, je l'appellerai pas le Championnat du monde, le Four Nations, Canada-États-Unis. Je pense que quand on est jeune, on espère tout être sur la glace, être un joueur de hockey pour jouer dans mon cas, moi je viens du Canada, de jouer pour Team Canada. Ça fait maintenant 24 ans que je vais aux États-Unis. J'imagine, si j'aurais été jeune, j'aurais voulu jouer pour Team USA. Mais c'est ça que j'expliquais à ma femme. Je disais, j'aimerais tellement ça que tu comprennes le feeling d'être sur une glace, oui. La Ligue nationale, les tapis partout sur la glace, les deux équipes sur la glace, puis voir le monde crier dans les estrades. C'est un feeling que je peux pas décrire. T'as un peu des goosebumps sur la... C'est incroyable, les yeux un petit peu dans l'eau. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de travailler la partie, mais il faut que tu comprennes le chemin qu'on n'a pas couru pour se rendre là, que ce soit pour un joueur ou pour un arbitre. Puis vous parliez juste avant que je rentre en onde des sacrifices qu'il faut faire. Puis aujourd'hui, il y en a qui en font moins. Puis c'est plus dur, ou pour certains joueurs, c'est plus facile. Alors, c'est une expérience incroyable que je n'oublierai jamais de ma vie. Comment étaient les gars à la glace? Parce que, on va se le dire, le contexte, entre guillemets, politique qui arrive, c'est sûr que ça l'a grossi cette game-là. On le voit dans les codes d'écoute. Puis j'en parlais avec Régent. J'espère que le grand boss de la NHL va aller payer un bon steak à Trump parce que ça l'a moussé l'événement. On va le dire. C'est un événement qui n'avait pas d'histoire, qui n'avait pas d'historique. Donc, c'était très nouveau. Et là, tu regardes les codes d'écoute, 10,4 millions de pics à ESPN. C'est le plus gros événement de sport après NFL. Donc, dans tous les sports confondus, si on enlève la NFL, c'est des codes d'écoute incroyables aux États. Donc, on a réussi à créer quelque chose. Donc, comment les gars étaient sur la glace? Est-ce qu'il y avait... Parce que à TV, le monde était comme... Il y avait beaucoup de monde était un peu sur le bout de le siège parce qu'à cause de tout ce qui se passe. Les joueurs étaient comment, eux autres, Johnny? C'est drôle, Jeff, je pense que les joueurs étaient comme toi. Tellement focus que, tu vois, demain, je m'en vais à Tampa Bay, je vais voir des joueurs qui ont participé à ce match-là. Puis je suis certain que si je leur demande s'ils se souviennent si j'étais sur la glace, je me demande s'ils s'en souviendraient. Les gars sont tellement focus, même durant des moments où les gars chialent pour essayer d'aller chercher une punition, coller des offsides, ça devient automatique pour eux. Puis ils sont tellement focus que je me demande s'ils se souviennent c'est qui les 4 officiels qui ont travaillé ce match-là. Alors, pour répondre à la question, très focus. Puis c'est incroyable. Même que des fois, moi, je suis un genre de juge de ligne qui aime ça faire des jokes avec les joueurs sur la glace. Puis je voyais que le message passait un peu à travers. Puis ils comprenaient pas trop mon message là, quand je parlais aux joueurs. Ah oui, les gars, t'es concentré pas à peu près. Est-ce que c'est aussi intense? Mettons que tu compares le match 7 des Panthers contre les Oilers. Et ce match-là, est-ce que c'est à peu près le même genre de feeling qu'il y avait sur la glace? Ben, je pense avec tout ce qui entourait la politique, ça fait longtemps que le monde attendait la Four Nations, Team Canada, Team USA. Je crois que c'est une méchante de bonne question. Je pense que la Coupe Stanley, la Game 6, c'est un build-up des 2 derniers mois. Les gars sont blessés de partout, ça joue sur une jambe.
La Coupe du Monde, oui, il y avait plusieurs blessés, mais peut-être pas aussi blessés qu'une Game 7. Si j'aurais à dire, je te dirais que côté pression pour nous, il y a plus de pression dans le championnat de ce qui est là 3 jours, là, la finale du championnat Four Nations. Comment ça s'est passé au niveau de l'arbitrage? Parce que il y a eu une pénalité qui est un geste accidentel, de ce que je comprends. Là. C'était-tu au visage ou c'était trébuchage? En tout cas, puis c'était pas tellement... c'était un tripping penalty. Oui. Qui était perdu dans le sens il est allé pour la POC, puis en tombant, puis il a pogné les patins du joueur. Mais à part ça, ça a été quand même assez tranquille. Est-ce que dans un match régulier, est-ce qu'il y a plus de pénalités qui sont calées ou à cause de l'événement, il y avait un petit peu plus d'accrochage de permis, des affaires que habituellement on ne permet pas? Est-ce que c'était arbitré de la même manière? Je vais répondre à la question, mais avant ça, je vais comme vous la re-shooter, cette question-là. Y a-t-il des punitions dans votre tête? Durant tout le tournoi, on parle pas rien de la finale, y a-t-il une punition que vous vous dites « Wow, pourquoi ça n'a pas été callé? » Non, j'ai pas vu. Pendant cette game-là, j'ai pas vu de call que j'aurais fait si j'avais arbitré. Exactement. Fait que, il faut comprendre que dans des parties importantes, que ce soit des games 7, des games 6, des games de décision, les gars sont pas lâches. Je vais m'expliquer en disant ça, c'est que les joueurs sont tellement focus à garder leurs joueurs qu'ils perdent pas un enjambé sur le joueur. Fait que quand tu perds pas un enjambé sur le joueur, souvent tu es à côté du joueur et non pas en arrière. Quand tu es en arrière, pour les gens qui jouent au hockey, c'est quoi qu'on a toute tendance à faire? Lever le bâton, puis tu prends des chances d'aller chercher la main. Fait que dans ces parties-là, les gars, ça patine tout écœurant. Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, je disais ça à des gens. McDavid, c'est un patineur incroyable. Puis dans les matchs qu'on a tous vu jouer, ils ont joué 4 parties. Il n'a pas été dominant autant que durant la saison. Pourquoi? Non. Parce qu'il joue tous contre des joueurs qui sont extraordinaires. McDavid, c'est pareil. Pas McDavid, mais McKinnon. McKinnon, c'est un excellent coup de patin. On le voit 7 fois dans un match, partir de sa ligne de goal, à monter à la porte jusqu'au bout. Quand est-ce qu'on l'a vu le faire? Je me demande s'il l'a fait une fois parce que les gars, c'est tous des pros, sont tous bons. On est dans un autre calibre. C'est un autre calibre complètement. On l'a vu samedi quand on est retombé NHL. Ça n'enlève rien. T'es calibre NHL, t'es meilleur au monde. Mais je veux dire, là, on était dans un autre niveau complètement. Puis McDavid a été le premier à l'avouer parce que le match a été tough pour McDavid. Le but est extraordinaire. Mais lui-même le dit après, il dit... J'ai pas joué ma meilleure game, mais regarde, dans un événement clutch comme une opportunité comme il y a eu dans Slot à ce moment-là. Puis il a gagné le face-off. C'est toi qui as fait le face-off à McDavid? Oui. Il a gagné son face-off. Puis quand j'ai vu la position où il était, j'ai dit, puis les Américains, tout le long du tournoi, ont été très bons en face-off, mais pas ce game-là. Cette game-là, ils ont perdu une grosse majorité de face-off. Et celui-là, moi, je pense que le jeu s'est dessiné sur le face-off à McDavid, mais le reste de la game... Puis McDavid le dit lui-même en entrevue, j'ai connu un match difficile, mais moi, je pense que c'est tout le monde, comme tu dis. C'est tellement tough. Ils jouent contre les meilleurs. Il n'y a pas beaucoup de place. Même pour eux autres, c'est dur de se démarquer quand tu joues contre des gens qui sont de ton calibre. Oui, puis Jeff, tu dis McDavid a gagné son face-off. Oui, puis non, parce que si vous regardez le jeu, il l'a perdu, puis il est allé la chercher en arrière du joueur. Ah, c'est ça, exact. Techniquement, il a perdu son face-off. Oui, tu as raison. Il s'est échappé en allant chercher en arrière, puis il essayait pas de lancer au but. Il essayait de lancer la puck dans le coin de la patinoire du côté opposé pour son allié la chercher ou le défenseur. Là, je me souviens plus exactement. Oui, c'est le deuxième effort. Tu as raison. C'est le deuxième effort qui a fait qu'il a récupéré la puck. Tu as raison. Ouais. Mais avoue que ça a été un jeu important qui a provoqué tout le reste. Là. Absolument. Les joueurs, depuis, je dirais, 5 ans, les face-offs sont rendus tellement importants. Le point de discussion dans les playoffs, c'est beaucoup ces face-offs. Mettons, si on manque un face-off ou si le joueur pense l'autre gars a triché, c'est épouvantable tellement que le puck possession est important là, rendu à ce niveau-là. Mais à tous les niveaux, mais encore plus au niveau professionnel. Hey, on s'entend avant, là, il y a 25, 30 ans, 35 ans. Face-off, c'était mais pas que ça a glace qu'on recommence. Là. Il n'y avait pas l'importance de ça comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme tu dis, là maintenant, on regarde le temps de possession en zone adverse, on regarde toutes ces affaires-là qui sont des stats qui sont importantes quand tu vois le résultat du match. Il y a toujours un lien entre ces stats-là puis comment le match va finir. Comment était la foule Boston? Je sais que c'était un mélange de plein de monde.
C'était pas nécessairement des détenteurs de billets des Bruins. Souvent, ils mettent avec les moyens d'aujourd'hui, ils mettent leurs billets en vente sur des applications. Donc, ils se ramassent du monde un peu partout. Comment c'était l'ambiance dans le Garden? Ben, l'ambiance était partagée. C'était, je dirais, 30% Canada, 70% Américains. C'était écœurant. C'est dur d'expliquer l'émotion qu'il y avait dans les estrades. C'est drôle parce qu'à un moment donné, je dois avoir vu à 6 reprises des policiers sortir, arrêter des bagarres, sortir les gars avec les menottes, parce que ça brassait dans les estrades aussi. Là. C'était pas rien que ça glace. Les gens l'ont au cœur, les gens ont la politique à cœur. Fait que tout un mélange de ça fait que... Ben justement, Johnny, l'année prochaine, c'est les Olympiques en Italie, mais l'autre année après, toi, es-tu au fait de ça? Je sais pas. Est-ce que la Ligue nationale a annoncé que ce tournoi-là pourrait revenir? Parce que là, ça a craqué tout le monde. Puis il y a du monde qui écoute, pas tous les propriétaires de joueurs blessés vont dire non. Ben, je comprends, mais là, tu peux pas avoir meilleur pour le hockey. T'as raison. C'est vendeur. Il y a du monde qui écoute. Mais va demander au propriétaire de Boston qui a perdu un de ses meilleurs défenseurs. Va demander au propriétaire des Panthers qui a probablement Ketchuk out pour la saison. Pas sûr que les gars veulent encore, moi. Non, je comprends, mais les gars qui font des podcasts de basketball, ils font des podcasts de hockey. Parce qu'il faut pas oublier que les propriétaires ont fait de l'argent à ce tournoi-là, puis ils vont en faire encore plus avec ce qui vient les codes d'écoute qu'il y a eu, le prochain contrat qu'ils vont négocier avec ces compagnies de TV-là. Ça va être assez impressionnant. C'est sûr que là, ce tournoi-là, c'était vraiment un hype incroyable par rapport à la politique, comme vous avez tout mentionné tout à l'heure. Je pense que ça va exister encore, puis je me trompe pas, c'est déjà annoncé dans le sens que le but, c'est d'en avoir à tous les 2 ans, puis pour probablement remplacer le match d'étoiles. Je pense que avez-vous venu regarder un tournoi comme ça ou un match d'étoiles? Oui, ils vont là avec leur famille, puis tu sais, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. C'est plate que ça arrive, ces choses-là, mais en même temps, ça fait partie du sport. Regarde, j'écoutais votre entrevue juste avant, on jouait blessé dans le temps. Là. On avait des doigts cassés, une main cassée, puis on jouait pareil. Avec les joueurs, quand c'est important, quand ils veulent être là, sont là, sont prêts. Là. Hey, j'étais content pour Bennington, parce que je trouve que c'est un gars, je sais que c'est pas le meilleur goaler au monde, là. Mais comme quand il a gagné avec les Blues, il est là dans les grandes occasions. Moi, je trouvais qu'on avait été dur avec lui pendant la semaine, alors que même le premier but contre les Américains qui était à terre, tous ceux qui ont joué au hockey savent que c'est un des lancers les plus décevants à arrêter pour un goaler, parce que tu t'attends... Les goalers savent toutes les stats des gars. Ils savent tout exactement quand ils rentrent à telle place, où ce qu'ils lancent, etc. Puis souvent, les gars vont arriver avec une petite surprise. Et il n'y a rien de plus dur qu'un vrai shot dans le coin à terre. Christy, c'est tough. Celui-là, en haut de la pad à 6-7 pouces, c'est probablement un des lancers les plus tannants à arrêter. Moi, j'ai trouvé que le monde avait été dur avec lui. J'étais content pour lui. Il avait déjà fait ça contre les Bruins dans le même building. Il était allé voler les Bruins dans un genre de match semblable. Vraiment content pour Bennington. Je trouve qu'il a été... Puis Cooper, avec lui, a été extraordinaire en passant. Il ne faut pas oublier que ce gardien-là, je pense que son équipe était 15 points en arrière, qu'il ne faisait même pas les playoffs. Ils ont gagné la Coupe Stanley cette année-là. Fait qu'il ne faut pas oublier qu'il est capable de prendre de la pression. Mais c'est sûr qu'avoir de la pression médiatique, c'est pas évident que ce soit envers nous autres. Tu sais, c'est facile de parler, mais quand on met les souliers du joueur ou les souliers d'une personne publique qui se fait quand même ramasser par les médias puis par les partisans, c'est pas évident. Puis lui qui retourne comme ça, il a sauvé la game à la fin. Puis je pense, je sais pas si vous avez remarqué, John Cooper a marqué sa glace. Il est allé serrer un joueur, puis il a jasé pendant 10 secondes. Ça l'exprime un peu ce que tout le monde dit en ce moment. Là, qu'on est tous ça l'exprime ça, puis rajoute à ça le speech que j'ai entendu. Tu sais, ça, là, ça s'applique à n'importe quoi dans la société en passant. Là, nos business, nos familles, notre société. Quand il a raconté que toutes les petites affaires créent de grandes choses, il n'y a pas un détail qu'il faut que tu oublies. Petite affaire que tu penses insignifiante. Mais c'est ça, au bout, on accumule 1, 2, 3, toutes des petites affaires insignifiantes. Puis finalement, tu fais des affaires grandioses. Toi, tu connais plus Cooper parce que tu étais dans le coin de Tampa quand même assez longtemps. J'imagine que tu le connais un peu, puis t'as arbitré en masse contre lui. Écoute, de tous les coachs, quand je le regarde ailleurs du banc, je sais pas, comme joueur de hockey, je le regarde, je dis, il me semble que j'aimerais ça jouer pour lui. Ça me surprend pas de voir quel genre de gars il est, le succès qu'il a eu dans cette ligue-là, le fait qu'il est à Tampa Bay depuis si longtemps puis qu'il continue à être dans l'organisation.
c'est pas une surprise. C'est tout un coach. Oui, c'est tout un coach, mais il y en a des coachs. Tu sais, quand tu vois qu'un coach, il t'offre plus que 10 ans dans la Ligue nationale, surtout pour la même équipe, ben, ça révèle un peu quel genre de personne qu'il est. John Cooper, c'est une personne qui est très tough envers ses joueurs, qui est très tough envers nous. Par contre, quand il dit quelque chose, tu veux l'écouter, mais en même temps, il est là pour gagner. Fait qu'il faut pas, tu sais, en tant qu'officiel, faut mettre un filtre un peu entre ce qu'il dit puis sans dire la vérité et ce qui se passe vraiment. On appelle ça en anglais feed the truth un peu là. Alors ouais. C'est sûr que c'est un excellent coach. Il n'est pas à Tampa Bay toutes ces années-là pour rien. Comme je pourrais dire, il y en a des coachs là, que ça fait 25 ans qu'ils coachent dans la Ligue nationale de hockey. Pas pour rien qu'ils sont là. C'est pas rien que, oui, il y a le côté bon coach, mais il y a le côté humain, il y a le côté qui est capable dans le fond, c'est d'un peu gérer 20 joueurs en même temps avec 20 caractères différents. Oui. Il y a un joueur, il faut que tu l'envoies promener. Il y a un joueur, il faut que tu le sacs après. Il y a un joueur, il faut que tu le pognes par l'épaule. Alors, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître, un peu comme un officiel. La personnalité de chacun. C'est ça, la personnalité de chaque joueur. Absolument. Il y a des joueurs que si je me mets à chialer après lui puis à crier toutes sortes de noms, il va se mettre dans le coin puis lui, il n'a rien compris. Ça a pas fonctionné. Il y a d'autres joueurs, ta passe tantôt. Faut que tu y amènes un positif, mais un bon officiel, c'est un gars qui communique bien, qui est capable de reconnaître ça. Gérer 40 millionnaires en même temps dans un match. Ah oui, c'est un exploit aujourd'hui. Hey, t'as-tu, parce qu'on est quasiment du même âge, donc veux pas, Wayne Gretzky fait partie de nos légendes. Puis il y a comme une zone où ce que moi, j'aime pas beaucoup qu'on s'attaque à des légendes, que ce soit Mario Lemieux, que ce soit Lafleur, que ce soit tous les gens qu'on a aimés plus jeunes. Mais Gretzky a fait un genre de tour de coffre de char pour des raisons. Alors que le gars, à part le fait d'être chum avec Trump, il doit être chum avec qui il veut, le gars, entre toi et moi, il fait pas de politique jamais. Il va pas dans les entrevues parler de politique. Il fait pas de posts sur les médias sociaux en parlant de politique. Il en fait pas. La seule affaire, c'est qu'il joue au golf avec un de ses chums. Ça donne à être le président des États-Unis d'Amérique. Et là, ben, il a comme fait un pouce, alors qu'il connaît probablement autant de joueurs américains que de joueurs canadiens des deux équipes. Et il a fait le pouce. Et là, je sais que t'es pas au Québec, mais au Canada, on a voulu le canceller en fin de semaine. Là. Il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'on enlève l'avenue Gretzky, je sais pas trop où, la rue Gretzky à Ottawa, etc., etc. Je veux dire, les émotions sont à fleur de peau, mais Wayne Gretzky mérite pas ça quand même, là. Jeff, si on mettrait une caméra sur chaque personne, on évaluerait les gestes, les choses qu'ils disent, il n'y a pas grand monde qui pourrait se permettre de faire quoi que ce soit. Je veux dire, on devrait tous se regarder dans le miroir puis des fois faire des gestes qu'on fait, des gestes banals que pour nous, c'est rien. Il y a quelqu'un qui blow that out of proportion. Puis, là, ça, c'est une occasion. Il y a plein de choses que tout le monde fait dans la vie, que parce que tu as une TV, tu as une caméra qui est 24/24 sur toi, il y a des gestes que tu peux pas faire. Je me souviens, on est allé à un camp d'entraînement il y a 5 ans. Sur la glace, ils nous ont demandé de pas faire ça parce que dans un certain pays, faire le signe de pouce, c'est mal vu, incroyable. Fait qu'il y a des gestes qu'on fait avec nos doigts, avec nos mains, qu'on peut, je veux pas dire qu'on peut pas faire, mais que c'est plus risqué que maintenant. D'une autre partie de la vie, c'est mal vu. Bon, on a-tu fait ça pour mal faire? Ben non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, si tu te mets à écouter tout ce qui se passe alentour de toi, moi, je suis un des personnes que le match, le day of game du match final, j'ai même pas ouvert la TV, j'ai même pas été sur les réseaux sociaux, parce que je veux pas justement me faire, il reste tout le monde a la psychologie. Oui. Moins tu t'en rentres dans la tête, moins tu y penses. C'est la vie, là. Je veux dire, c'est comme ça. Fait que dans des matchs préparatoires comme ça, j'essaie de pas écouter la TV, de pas trop savoir ce qui se passe côté médiatique. C'est ma façon à moi. Fait que pour revenir Est-ce que tu penses que les joueurs sont capables de faire ce que tu fais? Est-ce que les joueurs le font aussi d'après toi? Oui, hein? Honnêtement, Jeff, avec la nouvelle génération, moi, je suis pas un gars d'ordinateur, là. À part envoyer un email, là, c'est à peu près tout que je suis capable de faire. Fait que je suis pas un gars qui va beaucoup lire là-dessus. Tu sais, les réseaux sociaux, je suis pas une personne comme ça. Je suis un peu l'ancienne mode. Mais les plus jeunes, dans la Ligue nationale, les plus jeunes aujourd'hui sont peut-être plus là-dessus qu'on pense. Je pense que oui, ils ont été élevés avec ça, puis c'est pas de leur faute non plus. Parce que maman, papa, au lieu d'aller jouer au hockey, nous autres dans la rue, puis dans la cour, puis on pelletait, là, il y a de la neige, il y a 2 pouces de neige, j'entends, là, prends ton ordi, tu vas t'amuser. Mais nous autres, c'était pas. Fait que c'était une autre génération. C'est différent. Fait qu'on peut pas, on n'était pas là, puis ça fait partie de la vie, là, c'est ça.
Hey, on finit avec ça, Johnny, parce que tu as ton école de hockey depuis toujours, à peu près. Là, ça fait quoi? Vraiment, ça fait plus que 20 ans que tu as ça, que le temps passe vite. 21e. Voilà. Donc, c'est ce que je me souvenais en calculant dans ma tête les premières années que tu as commencé. On parlait avec Régent Tremblay tantôt, parce que tu sais, veux pas. Régent a fait un bon texte, il regardait les stats du temps. Puis on comprend qu'il y a beaucoup plus d'Américains qui jouent au hockey qu'il y en avait avant. On comprend qu'il y a des pays qui n'étaient pas là pantoute. Tu sais, on nomme Draisaitl, il vient de l'Allemagne. D'après ça, tu as des super de joueurs en Suisse, tu as des bons joueurs dans toutes sortes de places. Donc, puis le bassin de possibilités augmente. Nous autres, au niveau démographique, on est juste 9 millions, 8 millions et demi, 9 millions. Donc, c'est sûr que ça ne se compare pas avec l'époque, mais quand même, on a pris une débarque. On a pris une débarque depuis quelques années. Là. Notre meilleur compteur, c'est Marchesso avec Dubois, 61e dans la Ligue en ce moment. Il y a peut-être 15-20 ans, on avait déjà là, des gars en haut, on avait une coupe. On était capable, mettons, si on se faisait une équipe Québec, là, c'est pas ça, c'est pas mes affaires à moi, mais mettons que tu faisais une liste de joueurs québécois, tu disais, hop, on a quand même une belle liste, on a un beau potentiel. Là, c'est plus bas qu'on a eu, puis je peux comprendre qu'il peut y avoir il y a des vagues là-dedans, là, mais il y a quelque chose qui doit se passer pareil. Il y a quelque chose qui se passe. On manque on n'a plus de goalers québécois alors qu'on était dominant des goalers auparavant. Les joueurs, on en avait plein, écoute, des joueurs dont on a été fiers là, dans les 20-25 dernières années, on peut en nommer une tonne. On en a moins. Qu'est-ce que tu vois, toi, en tant que gars qui travaille sur le développement des joueurs depuis 20 ans? Qu'est-ce qui nous manque pour être capable de garder notre place qu'on avait dans cette ligue-là? Bien, je pense pas que c'est nous qui a descendu. Je pense que c'est les autres pays qui ont un peu copié qu'est-ce qu'on avait de base. Puis les autres l'ont amené dans un autre niveau, vraiment plus professionnel. Tu sais, on regarde, Jeff, je sais pas si tu te souviens dans le temps, là, les bras de même, il fallait que tu joues dans la Ligue nationale, il fallait que tu sois gros, il fallait que tu fasses fort. À un moment donné, la mode a changé. Ça a devenu plus du core work. Aujourd'hui, je montrais mon gym, j'ai plus des 100 livres, c'est rendu du core, il y a des entraînements qu'on fait. Fait que je pense, je veux pas dire les autres pays, mais on est resté stagné un peu à l'ancienne méthode. Là, depuis 5 ans, je vois que ça commence à vouloir changer. Même le camp d'entraînement, même moi, mes écoles de hockey, je change sans dire changer les techniques de patin, mais changer l'efficacité de l'école par rapport aux exercices qu'on fait. C'est une bonne question. Franchement, puis on parle des goalers de tout à l'heure. Vous nommiez tous les goalers tout à l'heure. Je me disais, tabarnouche, ça n'a pas de sens la qualité de goaler qu'on avait. Pourquoi que ça a changé d'un coup sec côté goaler? Je pense que le côté goaler, c'est là qu'on voit plus la différence. Oui. Une méchante bonne question. On va dire, faudrait se prendre une bonne bière un soir, 5-6 gars d'expérience, puis d'essayer de comprendre le pourquoi qu'on est plus en arrière que ce qu'on l'était avant. C'est-tu eux vraiment qui ont des méthodes d'entraînement plus avancées que nous? Est-ce que tu penses que le côté, le mélange hockey civil, donc Hockey Québec et le scolaire qui se sont comme... On a comme développé deux réseaux parallèles. Est-ce qu'on n'a pas dilué un peu l'élite? Puis je sais qu'à un moment donné, même que l'élite, ça dérangeait. Là. Sais-tu quoi, Jeff? Je vais dire que je vais être très d'accord avec toi. Je vais donner un exemple que moi, je vis à l'école de hockey. Dans mon temps, il y avait les gouverneurs de Sainte-Foy, comme Midget 3A, puis on voulait jouer pour les gouverneurs de Sainte-Foy. Aujourd'hui, les équipes 3A, il y en a 2 par école. Il y a le juvénile, puis la relève, ou je ne sais pas trop c'est lequel qui est avant l'autre. Là. Exact. Fait que là, juste dans un rayon de 10 km², il doit y avoir 15 équipes 3A. Fait que c'est sûr que quand les gens m'appellent, hey, il va être dans le même calibre que mon chum, je veux quelqu'un qui fasse la passe, que l'autre ramasse la rondelle. Fait que c'est bien certain que quand tu joues avec des bons, tu t'améliores. Quand tu joues avec un bon au lieu de 3 bons sur ta ligne, ben c'est sûr que ça démange des situations de jeu et tout ça. Puis je pense que, Jeff, tu frappes dessus en disant ça. On devrait avoir une équipe, 2 équipes vraiment élites. Puis le reste, ça devrait être... Là, c'est du 3A partout. J'ai jamais eu du 3A comme il y en a aujourd'hui. Ben, c'est pas un exploit. Là. Dans notre temps, jouer 3A, c'est un exploit. Là. Aujourd'hui, jouer 3A, c'est pas un exploit partout. Là. Ben non. Hey, jouer 3A, dans mon temps, je me souvenais, là, j'allais voir ça. Là, puis, hey, un jour, je veux jouer là-dedans. C'était incroyable. Là. Aujourd'hui, 3A. Les gens, des fois, ils viennent à mon école. Je joue dans juvénile, le 3A. Puis ils me disent ça. Puis ils embarquent à la glace.
Saint sacrifice, c'est pas le 3A que qu'est-ce qu'on avait dans notre temps. Ouais, c'est ça, là. Mais ça, c'est problématique, d'après moi. Ça, c'est une grosse partie du problème, là. Ben, comment veux-tu voir un scout, un gars qui est bon? C'est sûr que si t'es bon, tu vas... Regarde le meilleur exemple, McDavid. McDavid, c'est un excellent joueur. Il a-tu ressorti durant le tournoi? C'est un bon joueur. On voit que c'est un bon joueur. Mais il joue contre des bons joueurs. Exact. C'est dur. Si tu mets McDavid dans une saison régulière, il joue contre des bons joueurs. Sauf qu'il y a des lacunes. Je peux comparer ça aux universités, les football universitaires versus la NFL. Pourquoi il y a des scores de 52 à 7 universitaires? Parce que il y a des joueurs qui sont quasiment NFL ready, qui jouent contre des gars qui rentrent au collège. Il y a des différences de talent incroyables. Mais quand ça arrive à NFL, c'est beaucoup plus uniforme. C'est un peu ça qu'on devrait commencer à pousser, là, de revenir à notre ancienne méthode. Je te laisse aller après ça, mais ma dernière question, est-ce que tu vois des jeunes, là, par rapport à ce que tu arbitres dans la Ligue nationale, ce qui nous manque, c'est quoi, là? Je veux dire, je sais que les shots, le développement de la shot, c'est important. Dans le temps, on pratiquait pas tellement ça. Le hockey n'était pas... Oui, il y avait des gars naturels, mais il n'y avait pas de développement. Là, maintenant, c'est très... En tout cas, c'est ce que vous faites pas mal dans vos camps et tout. Y a-t-il des choses qu'on a naturellement, puis que, oui, il faut continuer de développer, ou encore d'autres choses que, justement, avec le hockey d'aujourd'hui, dans notre ADN de hockey québécois, de la manière qu'on est comme joueur, parce qu'on a tous nos types, là, les Russes sont différents, les Américains jouent un style aussi. Est-ce qu'il y a des skills qu'on a moins naturellement puis qu'il va falloir mieux développer si on veut avoir plus de place en haut? Ben, je pense que les skills, ça s'apprend. Oui. Le coup de patin d'un gars forward and backwards, tu peux pas jouer dans un grand calibre aujourd'hui. Les gars de 4e trio dans la Ligue nationale patinent aussi vite. Là, on enlève une ou deux exceptions dans la Ligue nationale. Patinent aussi vite qu'à peu près tous les joueurs dans la Ligue nationale. Dans le temps, quand on écoutait les Nordiques, c'est des accrocheux. C'est des gars qui accrochaient. Oui, les 4e trio ne pouvaient pas compétitionner comme le premier trio de l'autre bord. Fait que là, c'est là que tu voyais la grosse différence. Aujourd'hui, tu le vois pas. Fait que je pense qu'un jeune qui veut performer, il faut vraiment qu'il mette de l'attention sur, quand je dis coup de patin, pas avant, arrière, mais aussi agilité. C'est pas juste le forward and backwards. Fait que je pense que ça, le reste, tu peux le pratiquer à la maison. Les hands, tu peux pratiquer ça. Il y a des choses que tu as des outils à la maison que tu peux faire, mais des choses sur la glace que tu as 2-3 pratiques par semaine, ben c'est là qu'il faut vraiment que tu prennes advantage du temps que tu peux avoir d'une glace. Oui. Ah oui, ben regarde. C'est sûr que, en tout cas, en espérant que ça va être un wake-up call. Tu sais, je veux dire, des fois, ça aussi, ça tourne sur la politique. Ah, les Canadiens nous aiment pas, etc., etc. Non, je pense que là, on a un petit wake-up call, puis il faut prendre ça, puis utiliser ça en disant, ben regarde, on va trouver des solutions pour, comme tu dis, c'est sûr que tout le monde, en nombre, tout le monde s'améliore. Donc, avec le temps, ça ne veut pas dire qu'on va avoir 4 gars dans l'équipe nationale canadienne à chaque fois qu'on va avoir l'équipe nationale canadienne. Ça se peut que des années, on en ait juste 2. Mais là, c'est juste qu'on en avait 0. Puis on regarde un peu la liste des gars disponibles, puis on se dit, ouais, là, on est dans un creux de vague. Mais il faut se servir de ça pour se réveiller, il faut se servir de ça pour changer des affaires. Puis je sais qu'ils ont fait un comité, Jocelyn était là-dedans, je parlais à Jocelyn dans un podcast, mais aussi en dehors d'un podcast. Des fois, c'est plus facile de savoir un peu comment ça se passe en discussion privée. Mais ça a l'air être dur de shaker le temple. Ça a l'air être dur de shaker genre je te dirais, d'organisation un peu, tu sais, qui sont très portés sur le peu de changement, le conservatisme, le statu quo. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jocelyn, je pense qu'il est parti de là. Il voyait bien qu'il n'y avait pas de changement possible. Ça, c'est le bout qui m'inquiète un peu. C'est de voir qu'il n'y a pas de gens qui veulent shaker à baraque. Je suis d'accord. Par contre, si on y va par pourcentage, on est 2 millions de gens qui vivent au Québec. On est 40 millions au Canada. Si on se met à faire les calculs, on est-tu dans la merde tant que ça? Je pense qu'on a tendance à vouloir toujours revenir dans le temps là, qu'on avait nos Québécois qui étaient au championnat du monde, puis de là 10 et 15 ans, là, des championnats du monde, là, puis des Olympiques, ça fait longtemps qu'on a eu. Là. Ouais. Peut-être que c'est nous autres, ben, quand je dis nous autres, les Canadiens, qui nous disent hey, qu'est-ce qui se passe? Mais si on y va pourcentage par pourcentage, on regarde les résultats. Ben, en principe, on est 21% de la population canadienne. Donc, on devrait au moins avoir, je dirais,
on devrait au moins avoir 2, 3, 4 gars, là. Tu sais, si on regarde dans le nombre qu'on est. C'est à peu près ça qu'on a besoin. Tu sais, 3, 4 gars, mais je pense pas qu'on va être comme dans le temps, là. Je pense pas sûr qu'il va y avoir dans 15 meilleurs compteurs, on va avoir 7 Québécois. Ça arrivera plus, là. Mais pour l'équipe canadienne, si on est 21 % de la population, tu sais, ça veut dire à peu près 4 joueurs, à peu près, dans le club. Me semble que ce serait correct, 4 joueurs. Mettons 3, 4 joueurs, c'est correct. Personne ne chialerait avec ça. Ouais. Mais... Non, c'est sûr, mais il ne faut pas tourner la terre en envers, dans mon opinion à moi, pour 2 joueurs. C'est sûr que si ça devient... C'est la première fois là, depuis en 10 ans qu'on a un championnat mondial, que ce soit les Olympiques. Bon, c'est-tu vrai? Oui, mais c'est-tu... wow, c'est passager, là. C'est-tu juste une vague? C'est ça qu'il faut se demander. Dans n'importe quoi, comme on parlait tantôt, dans la vie de tous les jours, des entreprises font ça, le marché boursier fait ça. C'est-tu vraiment dans pente descendance ou on a comme pogné un plateau que là, peut-être ça va aller un petit peu vers en haut, peut-être vers en bas. Alors, faut-tu peser sur le bouton de panique? Non, mais c'est de prévoir, s'assurer qu'on est sur la bonne ligne. Puis je pense que le travail est correct à faire. En tout cas, Guy, bonne fin de saison, Johnny. Puis c'est sûr que ça va être un peu plus tranquille jusqu'au playoff. C'est sûr que en parlant de vague, tu as pogné un pic là. Là, ça va se calmer un peu, mais les playoffs ne veulent pas. Je sais qu'on aimerait ça que ça recommence plus de bonne heure, mais ça s'en vient assez vite pareil. Ça finisse plus de bonne heure aussi. Hey, thank you, Johnny. T'es fin d'avoir pris du temps de nous jaser. Bonne fin de saison, mon ami. Take care, my friend. Salut, bye. Reste avec nous autres un peu. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Faites partie de l'invasion. JeffDillon.com. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, petite boîte. On commence la première boîte de la semaine. Toujours une boîte intéressante parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au cours du week-end, mon ami Jerry, j'imagine. Toutes sortes d'affaires. On l'a parlé avec Régent de Enrico. Enrico Ciccone, le député, l'ancien joueur de hockey. Mm-hmm. Lui, il a pogné une genre de job. Parce que au Parlement, il y a des genres de commissions. Il y a des commissions d'ici, des commissions de ça. Fait que, il y a des politiciens, ils reçoivent du monde, puis il y a des commissions qui aboutissent à des affaires. Ça veut dire, ils ont des idées. Là, il y avait une commission parlementaire sur l'impact des écrans chez les jeunes. Puis lui, c'est Ciccone qui a drivé un peu cette patente-là. Là. Donc, les écrans, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, ils ont reçu quand même, je sais pas, c'est au-dessus de 7000 participants. C'est quand même pas mal de monde. Il y a du monde qui sont venus à Québec. Il y a du monde qui ont passé par vidéoconférence. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Là-dedans, il y a des parents. Il y a des jeunes aussi qui sont venus jaser. Des jeunes entre 14 et 24 ans. Après ça, il y a eu des profs. Il y a eu des spécialistes aussi, beaucoup de spécialistes. Donc, à peu près quoi? 50% parents et enfants, 25% de profs, 25% de spécialistes. Là, la fin, c'est qu'il y a un genre de résumé de cette commission-là parlementaire, parce qu'eux autres, ils vont faire des genres de... C'est pour conseiller un peu le gouvernement, savoir est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça, justement, les jeunes, les écrans, puis ils passent le journée à face sur les écrans. Et là, le résumé, c'est 86% sont pour l'interdiction du téléphone en classe. Donc, on sait qu'il y a déjà des écoles qui ont commencé ça. Il n'y a pas de téléphone dans la classe, ils mettent le téléphone de côté. Il y a des écoles qui le font, des écoles qui ne le font pas. Mais c'est laissé libre, mais là, eux autres, là, ils parlent de faut que ça soit une norme. Comprends-tu? C'est une norme. C'est pas chaque école qui va décider ça. C'est une norme. Quand même assez élevée comme. C'est sûr que moi, mon idée est un peu pareil comme la tienne, Jeff. Tu te dis, regarde, laisse ça dans les mains des profs. Les profs vont s'organiser. Puis chaque école, chaque direction, ils vont s'organiser. Je te dirais que ma
Ma position là-dessus a évolué de manière un peu... regarde, je vais m'expliquer. Moi, regarde, ça, c'est ma position c'est le type de personne que je suis. OK? C'est toujours des automatismes pour moi. Ça, non, donne plein pouvoir aux profs de discipliner, de prendre la décision. Il n'y a pas mieux que le prof pour savoir quand est-ce. Le prof va arriver avec ses petites boîtes, il va dire, OK, oh là, à matin, on ne prend pas de téléphone. On va peut-être le prendre l'après-midi pour tel travail, mais là, vous allez porter vos téléphones dans telle affaire en arrière. Je ne veux pas de téléphone proche. Sinon, je ne vais pas faire de discipline parce que vous savez que si je vous pogne avec le téléphone, je vous le confie, je vais vous envoyer pendant 24 heures. Puis j'ai parlé avec vos parents, puis la direction, puis j'ai ce pouvoir-là. Faites-le, là. Faites ça, là. Mm-hmm. Puis d'après moi, vous n'aurez pas de problème. Mais ça a l'air que ce ne soit pas ça parce qu'on n'est pas une société de même. On est une société de mur à mur. Voilà, c'est société mur à mur. Voilà. Mais voici mon évolution. Arrêtez de parler et faites les asti. Ben oui. Arrêtez les grandes réunions puis les grands... Êtes-vous capable de décider? Regarde, la gang de gauchistes, là, on sait comment vous regardez ce qui se passe en France. Vous regardez ce qui se passe en Californie, puis après, vous faites semblant que vous arrivez avec des histoires. En Californie, là, c'est fait depuis à peu près 1 an. Là. OK? Il y a 1 an, en Californie, là, ils ont dit, l'année prochaine, à partir de telle date, c'est fini. Il n'y a plus de téléphone dans les classes. Donc, depuis 2 semaines, il n'y a plus aucun téléphone dans aucune école publique en Californie. C'est fini. Que vous soyez pour ou contre, il y a au moins une décision de prise. Nous autres, c'est... là, ça prend un comité. Puis là, on va se demander. Puis là, on va faire ci, puis on va faire ça. Hey! Quand c'est pour des niaiseries de sacs, puis de paille, puis d'ustensiles, puis de patentes de même, puis de canettes vides, vous en prenez des décisions. Ben là, pour nos enfants, prenez-en une. Allez d'un bord ou de l'autre. Je ne sais pas. Je m'en fous. Je m'en fous ce que vous allez faire. Moi, regarde, je vous le dis, moi, je suis pour qu'on donne du pouvoir aux profs. On leur a enlevé toute griffe. Ces gens-là n'ont plus de pouvoir. OK? Là, après ça, on leur demande d'appliquer telle ou telle règle. On ne peut pas leur donner cette règle-là parce qu'ils ne sont pas capables de faire la part des choses. Ben, c'est sûr qu'ils ne sont pas capables de faire la part des choses. Vous les avez complètement désarmés de tout pouvoir. Donc ça, c'est une autre paire de manches. Ben, si c'est pas ça, prenez la décision, puis appliquez-la, puis faites-le au plus sacrant, je vois le vert. Mais une chose est sûre. C'est sûr que nos enfants ne peuvent pas passer leur journée sur les écrans. On est en train de les démolir. Ça, c'est sûr. On est en train de les briser. OK? Mais on a parlé de hockey un peu plus tôt. Ça fait partie du problème. Nos jeunes ont tout le moyen de s'occuper puis de se passionner sur un iPad ou sur un téléphone pour des heures et des heures. Si on ne leur donne pas quelques règles, c'est sûr qu'ils vont être dépendants de ça, c'est clair. Puis pendant ce temps-là, ils ne feront pas parallèlement un peu de sport, du sport d'équipe, des compétitions où ça demande de l'effort. Mm-hmm. C'est normal. Ils ont de l'entertainment au bout de leurs mains. Donc, ça prend un peu de règles. Ben justement, l'autre sujet de la commission, c'était c'est 90% de ceux qui ont passé, il y a quand même 7000 participants, 90% sont favorables à l'imposition d'un âge minimal pour s'inscrire à un réseau social. Donc, puis les médecins, parce que tu avais la gang de médecins qui étaient là, les médecins ils disent 14 ans. Donc, en bas de 14 ans, tu peux pas être sur TikTok, tu peux pas être sur un autre réseau social. Tu peux pas. Ça serait comme une genre. T'aurais comme une genre d'interdiction. OK, mais on applique ça comment dans les fêtes? Ça, c'est plus dur un peu, là. L'appliquer, la fait, c'est que le Flo va dire à ses parents, moi, peux-tu m'inscrire sur TikTok, puis inscris-moi, moi, je peux pas, ou je sais pas trop quoi, là. Mais je sais pas comment on le fait dans le day-to-day, ça. Voilà. L'autre, tu dis au prof. Moi, je le dis, là, j'aurais aimé ça que ce soit le prof qui ait le pouvoir de s'occuper de ça. Le prof, il rentre, OK, il n'y en a pas de téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée sans téléphone. Demain, vu que c'est vendredi, on se fait des hot dogs dans le gymnase, puis on a le droit au téléphone. Tu peux mettre ça le fun. Tu peux organiser ça le fun aussi, dans le sens que tu n'es pas toujours dans l'interdiction. Tu peux l'organiser. Il y a moyen de moyenner là-dedans. Là. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut éviter... Est-ce que tu te rappelles quand nous, on était à la polyvalente, qu'est-ce qui est arrivé?
Donc là, je vais donner un exemple. Il y a des McDo qui se sont bâtis, mettons, à 5 minutes à pied de l'école. Oui. Il y a une shop à patates frites avec des... dans notre temps, il n'y avait pas de poutine, là, c'était des frites sauce. Les poutines sont arrivées quelques années après, mais c'était des frites sauce. Il y a une poutine hot dog avec des bancs qui tournent puis un grand comptoir qui s'installe pas trop loin non plus. L'autre bord. Tu vois les autobus quand tu manges ton hot dog, tu comprends? Puis là, à un moment donné, les genres de diététiciennes sont arrivés dans les écoles, puis là, ils ont dit à la cafétéria, ben là, maintenant, vous devez plus faire de malbouffe. C'était la première fois qu'on entendait ça. Là. Oui, on était là-dedans. Donc, les journées hot dog, il n'y en a plus. Des journées pizza, il n'y en a plus. Là, maintenant, il faut manger des affaires qui sont plus meilleures pour la santé. Parfait. Qu'est-ce que tu penses que ça a fait? La shop à patates frites, l'autre bord, là. Quand tu essayais de rentrer dans la place, tu n'étais même pas capable. Il y avait trop de monde. Sûr. Le McDo débordait de monde. Donc, finalement, on n'a pas empêché rien. On a juste... Ils l'ont fait dans les arénas aussi, ça, cette histoire-là. Ils l'ont fait des arénas. Mais ça, c'est des années plus tard. Mais il avait déjà commencé à l'école. On avait déjà vu. Là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le sous-traitant de la cafétéria qui avait avant, mettons, 1500 dîners tombe à 1100. Oui, parce que c'est le guide d'alimentaire canadien, puis le lunch, il est à ses poches. Donc là, le gars qui avait le contrat de la cafétéria depuis 10 ans, puis il restait 3 ans, il dit là, je suis à côté jusque-là, il dit j'ai pas le même nombre qu'avant, je suis fourré, je vais faire faillite. Donc là, l'école est fourrée, elle essaie de se trouver un nouveau gars pour faire la bouffe. En tout cas, regarde, ces histoires d'horreur-là, là, si vous êtes impliqué dans les patentes d'école, vous savez de quoi je parle. Là. Mais ça, c'est arrivé par des décisions de même. Tu sais, ils vont trouver le moyen. Puis après ça, ben comment pas s'inscrire sur un réseau social? À un moment donné, je veux dire, il faut laisser les parents faire le job. Voilà. L'autre histoire de la commission... la société veut faire la job des parents? Si les parents sont losers, come on, man. Mais c'est de mettre des gens de barrière. C'est pas ce qu'on va dire. Quand tu arrives pour TikTok, pour t'abonner, pour rentrer utilisateur, ben là, ils vont te demander ton âge, ton affaire. C'est un genre de blocage là, au début, mais le flow peut marquer n'importe quoi là, en réalité. Mais l'autre patente de la commission, parce qu'il y avait 3 points. Il y a 3 points qui sont sortis. Là. L'autre point, il est spécial un peu. Lui, interdiction des microtransactions dans les jeux. C'est sur les 14%. Ils ont dit faut que ça cesse, les microtransactions dans les jeux. Je m'explique. Quand tu t'abonnes, quand tu veux jouer à Fortnite, je prends Fortnite, ça peut être d'autres choses. Des jeux, là, avec microtransactions, à cette heure, c'est comme ça. Souvent, le jeu est gratuit, mais c'est en jouant que tu vas le payer. Tu veux une patente, tu veux une autre affaire, une armure, une autre affaire. Mais ça, les flots sont accros à ça. Avec la carte de crédit de papa et maman. Donc, on va acheter 25$ de guenilles de patente sur le jeu. Mais là, faut arrêter des microtransactions dans les jeux. J'ai pensé à ça 2 secondes. Là. Si ça part, mettons qu'il y aurait une loi pour ça. Là. Il n'y a plus de Fortnite au Québec. Là. Mm-hmm. Pensez-vous que les compagnies de jeux du monde entier vont s'adapter pour le marché québécois? Oubliez ça, là. Ça n'arrivera pas. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Mais ça c'est... il va se passer plein d'affaires, mais l'affaire de l'interdiction des microtransactions, moi, je pense pas que ça va arriver. Mais quand même, c'était majoritaire à 74% pour arrêter ces microtransactions-là. Puis, il faut faire très attention dans les règles qu'on va faire parce que tu sais, le Québec a déjà tendance à être un peu de l'époque du temps d'une paix. Là. On est toujours un peu en retard de 5, 6, 7 ans sur à peu près toutes les transformations technologiques. Le monde entier, OK? Puis, don't get me wrong, là. OK, moi, je pense que j'ai été élevé dans la meilleure époque de l'histoire de la Terre. Je suis privilégié d'avoir fait ma jeunesse dans les années 70 et les années 80. C'est la plus belle époque. OK, il y avait des affaires bizarres, là. Il y avait du monde qui fumait partout. Il y avait du monde chaud qui chauffait. Il y avait du monde qui conduisait pas de ceinture. Des affaires bien graves, hein? Mais le monde fumait dans les restaurants, puis le monde partait du bar à point 21. OK, parfait. Il y en avait... Mais il y avait des contacts sociaux. Le monde vivait avec le monde.
Notre vie a été bâtie alentour des gangs, des amis, des parties, des fêtes, des relations avec des blondes, des chums, des ci, des ça. C'était parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire à part que de se voir. Donc, il y avait un côté le fun à ça. Aujourd'hui, ça a changé. Chaque époque a ses histoires. On ne peut pas retourner en arrière. Comprenez-vous, là? On ne peut pas retourner en arrière. On ne vivra pas, on ne reviendra pas comme dans les années 80, 90. On va juste être plus techno, plus ça va avancer dans le temps. Puis moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pirates qui ont 30 ans, 35, 40 ans, qui ont appris, mais qui ont commencé, ils ont eu la chance d'apprendre l'anglais via leur jeu. Là. Ça, je veux te le dire. Là. C'était les premiers pas d'anglais dans leur vie. Puis par la suite, ben, ça l'a facilité. Ben, de là mon point, tu as tout compris. Je veux pas que ça serve, parce que je sais un peu à quoi ça sert. Là. L'interdiction du téléphone, c'est une genre de continuité de la loi 101. Là. Ben, voilà. Et ça, c'est mon prochain sujet. Là. Voilà. Donc ça, c'est la continuité de la loi 101 pour nous isoler parce que c'est le même qu'on s'est bâti et que le téléphone, là, ce que ça fait, c'est que nos jeunes sont, à leurs yeux, moins québécois que nous, on l'était. Là. C'est ça. Tu as 100% raison. Mais c'est mon autre sujet, je fais le lien, là, justement. Là. La FCEI, la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, ils ont une division québécoise, eux autres. Les autres, ils représentent qui, eux autres? Ils représentent les PME. C'est leur crowd. Là. Donc, eux autres, ils sont arrivés, ils disent, ouais, là, il dit, on a fait un sondage de tous nos membres. Puis les membres québécois, parce que c'est une loi qui est québécoise. La fameuse loi 14, qui va être effective bientôt. Je pense que c'est dans 1 mois ou 2 mois maximum. Là. C'est quoi ce loi-là? Là? La loi 14, c'est la continuité d'une espèce de loi sur le français que, tu sais, l'affichage extérieur, là, toutes les affaires d'affichage extérieur, il faut que ça change tout. Là. L'affichage extérieur, il faut qu'il soit le double de la grosseur en français qu'en anglais, si tu écris quelque chose. Ou si, mettons, tu as un nom, mettons que tu t'appelles, je sais pas, tu as un commerce qui s'appelle Jury. Bon, ça, c'est le commerce. Jury, lui, c'est mon nom de commerce. Jury. Mais là, il faut que je mette, mettons, restaurant Jury ou il faut que je mette boutique Jury. Parce qu'il faut que j'explique qu'est-ce que c'est dans la langue française, mon commerce. Mais ça, c'est la loi de l'affichage qui commence je pense que c'est dans 1 mois ou dans 2 mois, là, la loi 14. Là. Mais eux autres, ils ont fait le sondage. Puis 53% de leurs membres ne sont pas prêts encore pour ça, là, parce que ça coûte de l'argent, ça. Là. Ils ne sont pas prêts encore. Ils disent, nous autres, on n'est pas prêts. Là. On n'est pas prêts à ça. Là. On est fourrés. Et l'autre patente qui arrive par en arrière, puis ça, c'est comme sauter. Là. La francisation. Non, la loi, elle arrive là. Non, la francisation, Jeff, là, si tu as plus que 25 employés sur le payroll, 25 et plus, ça te prend une espèce d'échéancier pour que tes employés prennent des cours de francisation si tu as du monde qui n'ont besoin. Du monde qui arrive d'ailleurs, qui ont besoin de la francisation. Mais toi, faut que c'est l'entreprise, c'est la PME qu'il faut qu'il s'occupe de ça. Là, les autres, ils disent, ouais, nous autres, on n'est pas prêts encore à ça, telle affaire. Puis moi, j'ai 2 gars dans le shop. Les 2 gars dans le shop, ils travaillent bien, puis ils commencent à jaser un peu en français, puis ils sont bien corrects, puis ils travaillent bien. Non. Non, c'est pas assez, ça. Il faut qu'ils prennent des cours, ces gens-là. Là. Jeff, les PME vont être dans la merde, peut-être un peu. Les amendes sont complètement astronomiques. Là. Des amendes de fou, 3000 $ par jour, pouvant aller dépendamment de l'entreprise. On fait tout pour s'appauvrir et que les gens partent. Non. Il y a des plus grandes entreprises qui ça peut aller jusqu'à 30 000 $ par jour d'amende. Quand je disais ça, je disais ça se peut pas. Là. C'est pas vrai. Là. C'est une invention. Non, c'est pas une invention du tout.
Puis la loi 14, c'est comme la finalité, là. Ça s'en vient là. Donc, les PME, la moitié des PME ne sont pas prêts pantoute en ce moment avec ça. Puis, ils ont peur d'avoir des amendes. Là, quand on est sur l'histoire de la langue, on est comme des Palestiniens. On est complètement cinglés. On réfléchit plus. Ce n'est que des histoires de cœur. C'est juste que ils viennent. Non, n'importe qui lirait ça, qui entendrait ça, dirait ben, calme-toi les nerfs. Là. Non, mais eux autres sont en guerre. C'est une guerre constante. C'est des Palestiniens. Ils sont pareils. C'est à tous les jours. Comment on fait pour écœurer tout le monde, pour être certain que tout le monde parle français? Come on! Watch out les inspecteurs. Ben oui. Watch out les inspecteurs. Ça fait toc. Sûr. Bonjour. Vous avez combien d'employés ici, monsieur? Ben là, on a une shop, oui. OK, on rencontre les dirigeants. Oui, j'ai 32 employés. OK, bon, parfait. Quel est votre système pour... Avez-vous des employés qui viennent de l'étranger? Il a dit oui, j'ai deux Mexicains, là, puis j'ai un autre gars là-bas, là, il baragouine un peu. Non. Eux autres, il faut qu'ils prennent des cours. Ben, des cours. Non, il faut qu'ils prennent des cours. Oui, mais ça va prendre combien de monde, checker ça? Mais ils vont envoyer la police et donner des amendes. Oui, arrête. Je ne sais pas si c'est applicable, mais ça veut dire une loi qui n'est pas applicable. C'est Donald Trump qui est le dangereux? Oh, c'est Donald Trump. Ouais. Ça commence là. Ça commence dans un mois, je pense. Une affaire de fou, là. Une affaire de fou qui s'en vient. En tout cas, si vous avez une PME, faites vos prières. Watch out. C'est ça que je veux dire. Faites vos prières. Il y a des gars de la langue française qui vont aller vous voir. Ça sera pas long. Oh. Il y a une petite boîte. Ben voilà pour le bout de boîte à Jerry pour tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, Jerry. Plus de boîtes, le double, même plus dans la version Prime. On se reparle demain si... Il y a une petite boîte. Pirater, c'est légal. No limits. Radio Pirate.